Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3527 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 30 décembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de l'avancante d'Aston Villa. Il s'agit de Ollie Watkins, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Watkins, n'oublie pas, tiens, ce joueur a été double buteur avant-hier contre Chelsea. Victoire d'Aston Villa 2-1. C'est lui qui a mis les deux buts, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On peut voir également Jean-Claire Todibo, défenseur central français de l'équipe de West Ham. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple, tiens, Jefinho, un joueur que j'ai déjà parlé de temps en temps. Il joue du côté de Botafogo, Brésil. Il fête aujourd'hui également ses 26 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et on commence tout d'abord dans un gros championnat européen. En Serie A, il y avait une rencontre, c'était entre l'AS Roma et l'équipe du Genoa. Et on peut voir que l'AS Roma s'est imposé 3-1 lors de ce match avec 3 buts, donc inscrits, un par Soulé, un par Manu Koné, le milieu français, et un but de Ferguson, buteur et passeur D pour le but de Manu Koné. Donc voilà, belle victoire bien sûr de l'AS Roma. Et cette équipe italienne de l'AS Roma, ils sont inarrêtables en 2025, c'était leur dernier match de cette année 2025. Et la Louve, donc l'AS Roma, est tout simplement l'équipe la plus victorieuse de l'année dans le championnat italien avec 26 victoires à son actif. C'est l'équipe qui a le plus gagné de matchs de championnat sur cette année 2025, cette équipe de Rome. Et avec cette victoire, donc l'AS Roma intègre le top 4 de la Serie A. Ils sont quatrième, c'est que cette Serie A actuellement est très serrée. Donc l'Inter premier 36 points, l'AC Milan deuxième 35 points, Naples 34 points et l'AS Roma 33 points et après 32 points. C'est à chaque fois un écart d'un point, du premier jusqu'au cinquième la Juventus Turin, puis après un petit creux de 5 points entre la Juve et l'équipe de Como 6e. Donc voilà, concernant ce championnat italien. Il y avait également une belle affiche hier soir du côté du championnat portugais entre le FC Porto et l'équipe de AFS. Et on peut voir que Porto s'est imposé 2-0 grâce à l'attaquant espagnol Samu qui a marqué les deux buts à la 48e à la 64e minute de la partie. Donc belle victoire de Porto, surtout une victoire importante parce qu'il pouvait faire un gros coup. Ce week-end, le Benfica avait été accroché, le Sporting avait gagné, mais du coup Porto avec cette victoire, ils confortent leur première place au classement après 16 matchs joués. De toute façon, toutes les équipes ont joué 16 matchs. Donc 46 points pour Porto, 41 pour le Sporting et 36 pour le Benfica. Il y a quand même 10 points d'écart entre le Porto premier et le Benfica troisième. Donc voilà, Porto s'y continue comme ça, ils seront très bien partis pour remporter le championnat portugais. Aujourd'hui les gars, donc il y a de la première ligue. N'oubliez pas, il y a des matchs aujourd'hui, pas demain mais après jeudi. Voilà, donc concernant le programme, en tout cas aujourd'hui, voici les matchs. Donc à 20h30 ce soir, Burnley, Newcastle, Chelsea contre Bournemouth, Nottingham Forest, Everton, West Ham, Brighton, Arsenal, Aston Villa. C'est le gros match. Tiens, on parlait d'Ollie Watkins, il devrait jouer ce soir. Voilà, ce gros match contre les Gunners. Aston Villa reste sur 11 victoires d'affilée. C'est exceptionnel. Arsenal actuellement leader. Là, c'est un grand match. Je crois qu'il y a 3 points d'écart entre ces deux équipes en cas de victoire, par exemple d'Aston Villa ce soir. Il reviendrait au même nombre de points qu'Arsenal. Ça pourrait être un très gros coup pour l'équipe de Villa. Et Manchester United reçoit la lanterne rouge Wolverhampton qui n'a toujours pas gagné. Pas le droit à l'erreur pour Manchester United qui a l'obligation bien sûr de s'imposer ce soir. Donc voilà le beau programme en première ligue. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. Et également aussi quelques matchs du côté de la Saudi Pro League, le championnat saoudien avec l'équipe de Cristiano Ronaldo et l'équipe d'Al Nasser qui joue du côté d'Al Ettifaq à 18h30. On parlera de CR7 s'il a été buteur. Est-ce que son équipe va de nouveau gagner? N'oubliez pas qu'Al Nasser c'est 10 matchs, 10 victoires en championnat, ils ont pris 30 points sur 30 possibles. Est-ce qu'ils vont faire 11 victoires d'affilée? Est-ce que Ronaldo va marquer son 957e but? Actuellement il a 956 CR7 en carrière, donc verdict dans quelques heures. On bascule maintenant sur la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. On va revenir sur la journée d'hier avec toutes les affiches. On commence avec cette belle affiche hier soir, Zambie-Maroc. Et le Maroc, le match, le meilleur match qu'ils ont pu faire sur les 3 matchs de poule, bien sûr. Victoire 3-0 de la sélection marocaine, donc El Kabi, double buteur El Kabi. Et on peut regarder le troisième nom, il a été même mis à l'envers parce qu'il a encore marqué un sublime retourné acrobatique. C'est fou, il a déjà marqué il y a quelques jours. Il en remet un en l'espace de 7 jours, 2 retournés acrobatiques. Il est complètement fou ce joueur. Et Brahim Diaz également buteur. Brahim Diaz c'est vraiment l'homme fort. 3 matchs, 3 buts. Il a chaque fois marqué. Je crois que le dernier joueur marocain, parce que j'ai vu la stat là juste avant de faire la vidéo, avoir marqué un but lors des 3 matchs de poule d'une CAN, ça remonte à plus de 1970. Voilà pour montrer l'exploit du joueur du Real Madrid qui est ultra performant. Mais surtout, nous ce qu'on retient, c'est la magnifique victoire bien sûr du Maroc. Et avec cette victoire, on peut dire que c'est officiel. Le Maroc se qualifie bien sûr pour les 8e de finale de cette CAN 2025. Donc Walid Regragui, donc le sélectionneur marocain qui a été sifflé en début de match lors de la composition d'équipe. Les supporters l'ont sifflé.
Bon, à la fin du match, beaucoup d'applaudissements vu que l'équipe s'est imposée avec une belle victoire. Donc il a dit le plus important c'est les 3 points et de finir surtout premier de son groupe. Donc voilà, Lion de l'Atlas, donc le Maroc jouera du coup dimanche prochain son 8e de finale. Bon, pour l'instant on ne connaît pas encore, ça sera contre qui. Voilà, tout sera dit ce soir, parce que ce soir c'est les derniers matchs on va dire de poule, puis après on connaîtra toutes les affiches, mais voilà, ça sera dimanche pour le Maroc, son 8e. Toujours avec cette sélection les gars, donc ils sont invaincus comme depuis 36 matchs à domicile, c'est une forteresse quand ils jouent à domicile chez eux. La dernière défaite du Maroc à domicile remonte au 14 novembre 2009, on est quand même en 2025, donc face au Cameroun, c'était lors des qualifications à la Coupe du Monde pour jouer le Mondial 2010. Donc depuis ils ont fait 36 matchs à domicile, et ben, il y a eu 31 victoires, 5 matchs nuls, 0 défaite, une forteresse intacte depuis plus de 15 ans, voilà pour le Maroc à domicile. Concernant l'homme du match de cette rencontre hier, donc c'est lui les gars, c'est Ayoub El Kabi qui a marqué un sublime doublé, dont un magnifique retourné acrobatique, un doublé, un ciseau retourné, le quotidien d'un artiste, parce que il avait déjà fait ça le 21 décembre dernier pour le match d'ouverture contre les Comores. Il y avait une victoire 2-0, un but de Brahim Diaz. Et le deuxième but de El Kabi sur retourne acrobatique, il a refait ça. Il a refait exactement le même geste hier. C'est fou. Et c'est que ce joueur, j'ai pu voir, c'est pas ses 2 premiers buts en retourne acrobatique dans sa carrière. Il en a déjà marqué beaucoup. C'est une spécialité. Voilà, donc il y en a, ils aiment bien marquer, je sais pas, de la tête, du pied. Donc lui, oui, il marque du pied, mais en retourne acrobatique. Voilà, c'est un joueur vraiment spectaculaire, bien sûr, ce Ayoub El Kabi. Et concernant, bien sûr, ces 2 nouveaux buts, donc il devient du coup officiellement le 4e meilleur buteur de l'histoire du Maroc. Il a inscrit son 19e et 20e but du côté du Maroc. Donc il déplace Abdelhadji Adda, qui est à 19. Donc il a égalé et dépassé. Maintenant, il a 20. On peut voir que Youssef Enesri est à 25. On peut voir que le record, c'est toujours Ahmed Fares avec 36 buts du côté de la sélection marocaine. On peut parler aussi de Brahim Diaz, parce que Brahim Diaz, encore buteur, j'ai dit, 3 matchs, 3 buts pour le joueur du Real. Et le bilan de Brahim Diaz avec le Maroc est juste monstrueux. 18 matchs, c'est pas beaucoup, 18 matchs avec le Maroc, mais déjà 11 buts marqués. Regardez, bon, il n'est pas non plus, il va pas revenir, je pense, dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire du Maroc. Mais en seulement 18 matchs, il est déjà à 11 buts. C'est exceptionnel. Donc seul Bassir 13 a inscrit plus de buts que lui sur ses 18 premiers matchs avec les Lions de l'Atlas. Pour montrer que... il joue bien, il marque des buts, il est décisif bien sûr. Brahim Diaz, toujours avec le Maroc, continue avec eux bien sûr, parce qu'il y a pas mal d'infos, ils sont qualifiés, tant mieux. Et le Maroc aussi n'avait plus inscrit 6 buts en phase de groupe à la CAN depuis l'édition 2008. Ils ont marqué 3 hier, ils en ont marqué 1 contre le Mali et 2 contre les Comores, ce qui fait 6 buts. Et la dernière fois, c'est en 2008. Vous avez marqué autant de buts lors des matchs, bien sûr, de poule. On peut parler aussi d'Achraf Hakimi. Donc Hakimi, on ne savait pas s'il allait être titulaire ou pas. De toute façon, on doutait qu'il allait jouer. Il a bien joué, mais il a commencé remplaçant. Il est entré en jeu à la 62e minute du match, où le match était plié. Il y avait 3-0. C'était le bon moment, bien sûr, pour le grand retour d'Achraf Hakimi, qui n'a plus joué depuis le 4 novembre dernier. Le 4 novembre dernier, c'était le match contre le Bayern, où on s'est cisaillé par Luis Diaz. Et on va dire quasiment, pratiquement 2 mois après, parce que le 4 janvier, les gars, sera dans quelques jours, sera dimanche. Voilà, on va dire, oui, quasiment 2 mois après, mais il fait son retour, Achraf Hakimi. Donc, il a reçu beaucoup d'applaudissements, une grosse ovation, bien sûr, de la part des supporters marocains. Dès qu'il est rentré, il a pris directement le brassard de capitaine, bien sûr, Hakimi, et surtout avec le sourire, parce que déjà son équipe menait 3-0. Lui rentrait, bien sûr, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, donc il sera certainement titulaire pour le 8e de finale, bien sûr, le défenseur droit du PSG et Maroc. Donc voilà ce qu'à dire sur le Maroc. Tiens, juste leur adversaire, la Zambie, qui a perdu 3-0, c'est officiel. Concernant la Zambie, ils sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est fini depuis leur sacre. Ils ont gagné la CAN quand même en 2012, cette équipe. Les Zambiens n'ont plus jamais passé les poules depuis. Ils ont participé à 4 CAN, 4 Coupes d'Afrique des Nations depuis 2012. Et jamais ils ont réussi à se qualifier au moins pour les 8e de finale depuis qu'ils ont gagné l'édition de 2012. Concernant l'autre match dans la même poule, c'est entre les Comores et le Mali. Pas grand chose à dire sur ce match, les gars, 0-0. Voilà, donc Aïdara a pris rouge. C'est un joueur, les gars, qui va rejoindre, n'oubliez pas, le Racing Club de Lens. C'est officiel dès la fin de sa CAN. Il quitte Leipzig pour rejoindre Lens. Il a pris rouge en fin de match, donc il sera suspendu pour le 8e de finale. Mais bon, pas de buteur pas de but dans ce match, mais ça fait les affaires du Mali qui se qualifie tout simplement pour les 8e de finale de cette compétition. Et Amari Traoré, il a dit, on est en mission pour cette CAN. À noter que le Mali n'a toujours pas perdu quand même lors de cette compétition, ils n'ont toujours pas non plus gagné. Ils ont fait 3 matchs, 3 nuls. Voilà pour cette équipe du Mali qu'il faudra maintenant gagner lors du prochain match pour passer un tour suivant, bien sûr, lors de cette compétition. Et du coup, le classement final de ce groupe A. Donc le Maroc finit en tête avec 7 points. Voilà, donc 7 sur 9, pas mal, 2 victoires, 1 nul. Donc plus 5 en différence de but. Donc le Mali, les gars, donc
3 matchs nuls, donc 3 points, ça passe, hein, la deuxième place est qualificative. Comores, les gars, 2 points, mais pour les meilleurs troisièmes, ça sera plus possible. Donc la Zambie, 4e, éliminée sûre, et les Comores également, 3e avec 2 points, ça passe pas. Pourtant, on va parler tout à l'heure d'une équipe avec 2 points qui pourrait potentiellement passer pour les 8e de finale, mais pour les Comores, ça ne sera pas possible. Donc voilà, Maroc, Mali sont officiellement qualifiés. Et du coup, le Maroc, tiens, en parlant d'eux, hein, on a parlé d'eux juste avant, donc si le Maroc et l'Algérie passent les 2 prochains tours de la CAN, s'ils passent les 8e et les quarts de finale, ils pourraient s'affronter en demi-finale voilà, de cette compétition. Ces deux pays amis et voisins. On continue les gars avec les 2 autres matchs parce qu'il y avait également, donc là c'était les matchs de 20h ou 21h, je ne sais plus c'était à quelle heure. Et il y avait aussi des matchs à 17h hier. On commence tout d'abord avec le Zimbabwe contre l'Afrique du Sud et c'est l'Afrique du Sud qui s'est imposé 3-2 lors de cette rencontre. On peut voir tous les buteurs lors de cette rencontre et du coup grâce à cette victoire, c'est officiel, l'Afrique du Sud se qualifie pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et l'autre match, l'Angola contre l'Égypte, 0-0. Voilà, bon, après côté égyptien, c'était sûr d'être premier. Même s'il gagnait, perdait, faisait nul, peu importe le résultat, c'était sûr d'être en tête voilà, de ce classement. Et du coup, ils ont fait match nul. Et à noter que le sélectionneur a beaucoup fait tourner, vu que c'était un match pour du beurre. Donc par exemple, les joueurs cadres hein, comme Omar Marmous et Mohamed Salah, voilà, les 2 cadres, l'un joue à Liverpool, l'autre à City, c'est les deux stars, on va dire, de la sélection égyptienne. Donc les deux ont commencé sur le banc lors de ce match. Hein. Un turnover effectué de la part du sélectionneur des Pharaons au vu de leur qualification déjà assurée pour les 8e de finale et surtout la première place était bien sûr acquise. Du coup, le classement de ce groupe B. Donc l'Égypte du coup va finir en tête avec 7 points. L'Afrique du Sud 6 points. L'Angola 2 points et le Zimbabwe 1 point. On parlait tout à l'heure des Comores qui étaient 3e avec 2 points. Ça n'allait pas passer. Et pour le Angola, ça pourrait passer 2 points. Il faut des cas de figure voilà, précis. Hein. Donc le scénario qui permettrait à l'Angola de se qualifier en 8e de finale de la CAN avec seulement 2 points en finissant, on va dire, parmi les meilleurs 3e. Il y a 6 poules. Les 4 meilleurs 3e seront qualifiés en 8e. Donc pour les Comores, c'est pas possible dans le groupe A. Mais pour l'Angola, ça pourrait le faire. En gros, il faudrait que le Nigeria ne perde pas face à l'Ouganda et que la Tunisie gagne aujourd'hui face à la Tanzanie. Si ces 2 cas de figure là ça passe, hein, ils seront qualifiés en tant que meilleur 3e, tout simplement cette équipe du Angola. Concernant les pays qualifiés, parce qu'on en a pris plein hier. Donc on a pris l'Afrique du Sud, tout ça, le Maroc. Mais du coup, vu que les autres matchs vont se jouer encore aujourd'hui, du coup on connaît 14 des 16 équipes qualifiées. Il y a seulement 2 places encore à prendre. Donc voilà, les qualifiés, donc l'Algérie, Maroc, Sénégal, RDC, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Mozambique et le Soudan. Donc toutes ces équipes-là, c'est officiel, sont qualifiées pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il ne reste plus que 2 tickets à prendre. Voilà, verdict aujourd'hui avec les rencontres. Hein. Donc tout d'abord à 17h, Tanzanie, Tunisie et Ouganda, Nigeria. Et 20h ce soir, le Bénin, Sénégal et Botswana, RDC. Voilà, concernant tout simplement cette CAN, on parlera bien évidemment des résultats. Demain, on parlera aussi du programme. Le tableau final sera tout dessiné. Hein. Ce soir, on connaîtra qui affrontera qui en 8e, qui peut potentiellement affronter qui en finale s'ils vont jusqu'en finale. Donc voilà, on saura tout quand les matchs seront tous disputés. Donc ce soir 22h, on saura tout ça. Toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, on revient sur le match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'était, je ne sais plus, 1 ou 2 jours là, c'était avant-hier, je crois, il y a eu un partout. Et Mers Faye, donc le sélectionneur ivoirien, a adoré le spectacle offert lors de ce Côte d'Ivoire-Cameroun. Il a dit c'est pour ces matchs qu'on aime la CAN parce que ça a été Bon, il y a eu un match nul, mais ça a été vraiment un beau match de football. Donc les deux équipes ont mis de l'intensité, elles se sont procuré des occasions. Personne n'a fermé le jeu lors de ce match. Un match nul logique face au Cameroun, compact, qui a posé des problèmes par sa tactique. Je suis satisfait par le contenu, par le résultat. J'ai un seul regret sur ce match, c'est qu'on a manqué de vis après notre but. Au lieu d'aller les chercher, on aurait dû calmer le jeu, laisser le temps défiler, obliger les Camerounais à sortir, à se découvrir pour profiter bien sûr des espaces. On a pris leur but trop tôt. Dans tous les cas, le Cameroun a fait un très bon match. Ils ont joué avec l'amour du maillot du pays, de vrais soldats. Voilà en gros ce qu'a pu dire Mers Faye, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, voilà, par rapport à cette belle rencontre qu'il a pu effectuer face à la sélection du Cameroun. Et toujours tiens avec cette CAN, on va parler aussi de Lucas Zidane, le gardien du Maroc. Le Maroc a qualifié. Et Lucas Zidane s'est montré heureux après la qualification de l'Algérie en 8e de finale. 2 matchs de clean sheet pour lui. Il a dit: c'est une fierté pour moi de pouvoir défendre mon pays et jouer cette CAN. On est très content de cette qualification, d'être assuré de finir en tête. Et en plus avec une qualification et 2 victoires, je suis très content. Je me sens bien, l'équipe aussi, on est en confiance. Et on va préparer ce 3e match. Et il est important pour se préparer pour les 8e de finale. Voilà ce qu'il a pu dire en gros Lucas Zidane. Voilà ce qu'il a à dire sur cette
Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, on parlera bien sûr encore de cette CAN, bien évidemment, demain. On continue les gars avec toute autre chose, rien à voir avec la CAN, on va parler des autres infos. Tiens, on commence tout d'abord du côté de Nice. On sait que Nice actuellement c'est une équipe en grande difficulté et c'est officiel les gars, changement d'entraîneur. Franck Hens n'est plus le coach de Nice, il a été viré hier et remplacé quelques minutes après par Claude Puel les gars, qui est de retour à l'OGC Nice. Il succède à Franck Hens qui a été viré par rapport aux résultats catastrophiques bien sûr de Nice depuis quasiment 3 mois. Hein. Donc à noter que Claude Puel avait déjà entraîné l'équipe de Nice, je crois que c'était de 2012 à 2016. Hein. Il a fait bien sûr une belle épopée, donc ça il y a les premiers jours au boulot, où il a déjà rencontré tous les joueurs. Hier c'était la reprise, hein. Dans beaucoup de clubs, du côté de Nice c'était la reprise à l'entraînement, et on peut voir qu'il a salué, il a rencontré tous les joueurs bien sûr de Nice. Objectif bien sûr, c'est de finir le mieux possible bien sûr cette saison qui sera de toute façon on va dire un échec au vu de ce qui s'est passé sur la première partie de saison. Et Claude Puel a expliqué son choix de rejoindre l'OGC Nice en conférence de presse. Il a dit: le président m'a sollicité il y a très peu de temps, on peut parler en heure, hein. Il fallait prendre une décision. En gros il a peut-être appelé, donc là il a été annoncé officiellement hier lundi, mais il a peut-être appelé dimanche ou samedi, hein. Voilà, que quelques jours avant, et il fallait prendre une décision rapide parce qu'il a dit l'entraînement reprend lundi, donc soit t'acceptes pas, mais moi je suis sur un autre projet, je prends un autre entraîneur. Et voilà, Claude Puel il devait prendre une décision très rapide, puis il a dit ok, voilà c'est ok, hein. Donc le président m'a sollicité, le président a parlé de cœur de Nice. Nice en fait partie, c'est ma région. Avec Monaco, malgré une saine rivalité entre les deux clubs, je suis attaché aux deux clubs, hein. Je viens pour une mission, un challenge très difficile, tout le monde le sait, hein, parce qu'on sait que c'est une équipe qui enchaîne les mauvais résultats, mais ça me motive, hein. J'aime bien les choses difficiles, ce sont des challenges qui me parlent, hein. Puis c'est l'occasion pour moi de renvoyer l'ascenseur, car j'ai pris beaucoup de plaisir ici à l'époque, hein, quand il avait déjà coaché Nice, hein, dans le passé, hein. Et Claude Puel est clair, il prévoit d'être à Nice sur du court terme, hein, 6 mois. Voilà, c'est en gros, il signe pour les 6 prochains mois. Voilà, donc j'aurais pu essayer de glaner une année de plus, il aurait pu signer peut-être 1 an et demi, mais il a dit voilà, moi j'ai juste signé un contrat jusqu'au 30 juin, puis après on verra l'été prochain, hein. Donc il a dit le club sera libre aussi de prendre une décision. Voilà, l'été prochain, et du coup, s'il venait à pas continuer avec lui, ils seront pas obligés de lui donner une grosse somme d'argent, hein, parce que par exemple, quand Hens il part, mais il va toucher beaucoup de millions d'euros parce qu'il avait encore un non-contrat du côté de Nice. Donc c'est pour ça lui il a dit on fait 6 mois, si ça va pas, vous pouvez me virer, comme ça vous n'aurez pas à me donner beaucoup de sous vu que je serai en fin de contrat. Voilà. Donc j'ai atteint une certaine liberté de sentir les choses et de les faire par passion. Donc si ça doit se faire, ça se fera naturellement. Pour l'instant, je me suis fixé 6 mois. Voilà, être entraîneur de Nice. Puis après, s'il fait du bon boulot, si Nice, on va dire, relève la tête et fait une belle deuxième partie de saison, et ben on pense que le président de Nice pourrait lui reproposer de prolonger une année supplémentaire. Et toujours du côté de Nice, les gars, regardez qui est ciblé. Sergio Ramos, hein. Sergio Ramos actuellement libre, hein, depuis son départ du CF Monterrey au Mexique. Vous savez que Ramos a l'ambition de revenir en Europe, hein. Il est en discussion avec l'OGC Nice, on apprend ça aujourd'hui. Donc Nice explore sérieusement la piste du défenseur espagnol motivé par un retour sur la scène européenne. Le dossier jugé crédible et concret. Imaginez, ce serait un gros coup, hein, pour Nice, mais on imagine la charnière Sergio Ramos, Dante. Ramos il a 40 ans, Dante il a 41 ans, ce serait une charnière à plus de 80 ans, mais c'est une charnière avec beaucoup d'expérience bien sûr, et pourquoi pas. Quand on voit le niveau actuellement des joueurs de Nice et des défenseurs et qui prennent beaucoup de buts, on se dit pourquoi pas un Sergio Ramos, hein, je pense que ça peut le faire, hein, du côté de Nice, là, pourquoi pas lui proposer un contrat de 6 mois. En tout cas ça discute. On continue les gars, tiens, toujours en Ligue 1, rien à voir avec Nice mais plutôt avec le FC Nantes, et Zakaria Aboukal va être prêté au FC Nantes. Donc lui c'est un joueur du Torino, il joue à l'époque du côté de Toulouse, hein. Donc l'ancien Toulousain actuellement au Torino va être prêté jusqu'en juin avec option d'achat, il va partir 6 mois après du côté du FC Nantes. Et c'est que Nantes actuellement 17e de Ligue 1 avant-dernier, hein, du championnat, et il réalise un mercato intéressant. Pour l'instant ils ont déjà signé officiellement Dever Machado, c'est un joueur colombien de Lens, hein, qui a rejoint officiellement l'équipe de Nantes, c'est fait, hein. Ils sont aussi sur Rémi Cabella qui devrait s'engager officiellement, pour 6 mois, hein, jusqu'à la fin de saison, un joueur de l'Olympiakos, Cabella, et Zakaria Aboukal, hein. Donc d'après Ouest France, un accord a été trouvé, comme j'ai dit, avec le Torino pour le prêt du Marocain, qui doit donner bien sûr une réponse, c'est lui qui tranchera s'il veut venir ou pas. Voilà. On continue toujours en Ligue 1, on va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille, et pas mal de départs, hein, prévus du côté de Marseille sur ce mercato hivernal. Donc Angel Gomez qui est pourtant arrivé libre, hein, l'été dernier de Lille. Si une belle offre arrive, il partira. Robinho Vaz aussi pourrait partir, et Daryl Bakola pourrait quitter l'OM cet hiver en cas d'offre intéressante. Si Marseille s'y retrouve financièrement, ils seront vendus. Donc plusieurs clubs anglais et allemands sont intéressés pour recruter Robinho Vaz, hein.
Voilà, qui est un bon joueur, surtout un super somme, on va dire, du côté de Marseille. Mais c'est une belle offre, je sais rien, 15-20 millions d'euros, je ne sais pas combien il coûterait actuellement Vaz, mais Marseille pourrait lâcher tout simplement sa pépite. On continue cette fois-ci avec le Paris Saint-Germain aussi qui pourrait être actif. On apprend aujourd'hui que le PSG serait prêt à mettre 45 millions d'euros pour Ousmane Diomandé, défenseur ivoirien du Sporting. Donc le défenseur ivoirien est une priorité pour le club de la capitale du PSG. Il serait considéré comme un nouveau Pacho et ce serait le joueur parfait pour l'associer à Pacho, peut-être pour l'après, on va dire Marquinhos, qui va peut-être partir en fin de saison. Et surtout, il viendrait aussi pour suppléer, on va dire, Zarbani, qui est un peu décevant depuis le début de son arrivée au PSG. Zarbani, c'est pour ça qu'il pensera à un nouveau défenseur, il pensera à Diomandé. Ça serait pas mal du côté du PSG de recruter ce jour-là. Et toujours à Paris, on apprend également, d'après le journal Le Parisien, que le Qatar, donc QSI, les propriétaires du PSG, et ils sont prêts à tout pour que Luis Enrique prolonge du côté du Paris Saint-Germain, parce que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG, bien sûr, avec la saison qu'il a fait. Personne l'a égalé dans le passé. Et bien sûr, du côté de Paris, après tous les entraîneurs testés les dernières années, les Laurent Blanc, les Unai Emery, les Thomas Tuchel, voilà, les Carlo Ancelotti, beaucoup de coachs, bien sûr, ces dernières années. Donc lui, c'est l'entraîneur parfait. C'est le profil idéal et bien sûr, Paris souhaite le conserver. Néanmoins, il existe comme un flou autour des intentions du technicien espagnol. D'après le journal Le Parisien, ils disent que Luis Enrique, bien sûr, il a tous les pouvoirs du côté de Paris. Mais voilà, on ne sait pas s'il veut rester, on pense qu'il va encore rester peut-être 1 ou 2 ans, mais on ne sait pas s'il veut rester sur le long terme, on va dire, du côté du PSG. Sur le long terme, c'est peut-être du 5 ans encore. Voilà, lui, peut-être un jour, il a peut-être envie de retourner en Espagne, peut-être de rentraîner le Barça, peut-être entraîner de nouveau une équipe nationale. Voilà, pour l'instant, c'est un peu flou, les intentions de Luis Enrique. Ce serait terrible quand même pour le PSG de perdre bien sûr son coach. On continue toujours avec Paris, on va parler du campus PSG où s'entraînent les joueurs du PSG. Et ils vont accueillir l'équipe du CAS Eupen. N'oubliez pas que cette équipe de 2e division belge a été achetée il y a quelques semaines par QSI. QSI, les propriétaires du PSG sont 3 clubs. Donc le Paris Saint-Germain, l'équipe de Braga au Portugal. Et cette équipe est en gros nouveau club récemment détenu par QSI. La formation belge va profiter des installations du PSG du 2 au 10 janvier prochain, dans quelques jours, afin de préparer sa 2e partie de saison, parce que le Paris Saint-Germain, eux, partiront. Donc là, ils vont jouer le match de Ligue 1 contre le Paris FC, puis après, ils vont partir au Koweït, l'équipe parisienne, pour disputer le trophée des champions. Donc ils ne seront pas sur Paris. Ils ne profiteront pas, bien sûr, du campus. Et du coup, cette équipe sera invitée, CAS Eupen, pour venir faire un petit stage de 8 jours. Et profiter des installations magnifiques, bien sûr, du campus, voilà, pour préparer pour eux leur 2e partie de saison. A noter que QSI ont l'objectif de monter cette équipe en première division belge. Puis pourquoi pas après investir des bons joueurs. Bon, peut-être pas mettre autant d'argent qu'ils ont mis dans le Paris Saint-Germain quand ils sont arrivés, mais voilà, de faire une belle équipe. Voilà. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Real Madrid. Ils préparent déjà la prochaine saison, le Real. Donc les dirigeants madrilènes ont lancé les premiers travaux pour renforcer l'effectif à long terme. La priorité absolue du côté du Real Madrid, c'est le recrutement d'un défenseur central pour régler les problèmes actuels de l'équipe, parce qu'on sait déjà il y a beaucoup de joueurs blessés et il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont pas au niveau du côté du Real. Et surtout en défense, centrale, les gars, il va y avoir des départs. On sait que David Alaba, il va partir, c'est sûr et certain. Rudiger, il est en fin de contrat en fin de saison. Il est beaucoup blessé. Ses performances ont chuté quand même depuis quelques temps. Il pourrait potentiellement aussi partir. Huijsen, les gars, il avait commencé fort au Real Madrid en début de saison. Là, il a marqué le coup comme sur les derniers temps. Ce qui paraît, il était très fatigué. Voilà, il y a Militao qui se blesse encore énormément. Il est encore blessé, je crois, jusqu'au mois d'avril, Militao. Donc c'est pour ça le Real Madrid veut un défenseur central. Je ne pense pas que ça sera cet hiver. Le Real Madrid ne devrait pas être actif cet hiver. Mais l'été prochain, ils veulent signer bien sûr un gros décès. Concernant Nico Paz, Fabrizio Romano le confirme, les gars, que le jeune joueur de Como va bien rejoindre le Real Madrid et retourne au Real, parce qu'il avait déjà été au Real il y a quelques temps. Donc les deux parties se sont mises d'accord sur les termes personnels. Le Real Madrid va activer sa clause de rachat de 9 millions d'euros pour faire revenir Nico Paz du côté du Real. Donc il viendra au Real donc, le 1er juillet prochain. Ce sera la première signature officielle du Real Madrid pour l'été 2026. Toujours avec le Real Madrid, donc ils ont refusé aussi une demande de prêt de Naples pour Franco Mastrantano, vous savez, ce joueur qui est arrivé en début de saison, qui a pas mal joué. Bien sûr, il a pas mal joué parce que Bellingham n'était pas là. Il était blessé à l'épaule, il s'était fait opérer. Donc Bellingham est revenu, on va dire, mi-septembre, voire octobre. Et depuis, bien sûr, il a beaucoup moins joué après le retour de Bellingham. En tout cas, Naples a essayé de faire la même formule qu'ils ont fait avec Hendrik, qui est parti à Lyon, l'avoir 6 mois après. Le Real Madrid a dit non, c'est un joueur qui compte pour l'équipe, pour Xabi Alonso, donc il ne partira pas. En gros, du côté du Real, il y a eu seulement un mouvement, c'est le départ d'Hendrik. Il y aura pas d'autre départ ni d'arrivée du côté du Real pour ce mercato hivernal qui commence, n'oubliez pas, après-demain,
demain on va dire, mais après à minuit, voilà, ça sera l'ouverture du mercato. Ruben Neves, un joueur d'Al Hilal, fin de contrat dans 6 mois. Ruben Neves, le 30 juin prochain, et il aurait été recalé par le Real Madrid, lui qui joue à Al Hilal, voilà, au milieu de terrain. Donc en fin de contrat à l'issue de la saison, ses agents l'avaient proposé au club du Real Madrid, qui a finalement dit non à la proposition tout simplement de Ruben Neves. Toujours du côté du Real, on a regroupé toutes les infos, bien sûr du Real, je le fais souvent maintenant. Donc on va parler d'un journaliste pour la SER, donc c'est un journaliste en gros espagnol, et révèle que beaucoup de sociaux, donc sociaux c'est des supporters, des fans absolus du Real, seraient favorables à une arrivée de Vitinha, le milieu du PSG, quitte à perdre Vini Junior, vraiment, on a déjà parlé il y a quelques jours et ça se confirme. Beaucoup seraient pour un départ de Vini, une arrivée de Vitinha au Real. Donc un départ de Vini pour une arrivée de Vitinha, je ne sais pas si 100% des supporters signent pour, mais un pourcentage très élevé, ça c'est sûr, serait ok. On a du côté du Real, si je leur proposais ce contrat-là, de perdre Vini, mais de signer Vitinha. Il y aurait beaucoup de supporters qui signeraient ça. Donc si tu vas demander dans la rue s'il est pour un départ du Brésilien et une arrivée du profil comme Vitinha, je t'assure qu'une majorité signerait. Voilà, donc après Vitinha, on sait que c'est un joueur quasiment intouchable du côté du PSG. Après, ça reste le mercato. On sait que dans le mercato, tout peut arriver. Bien sûr, à l'époque, jamais on n'aurait pensé qu'un jour Neymar allait rejoindre Paris ou même Messi allait quitter le Barça pour rejoindre le PSG. Ça a été fait. Donc oui, on se dit que ça peut se faire. Un Vitinha au Real, après, ça coûtera très cher au Real. Et je pense pas que ça se fera l'été là, peut-être après dans 2 ou 3 ans. Pourquoi pas. On continue cette fois-ci, on va parler du FC Barcelone. Donc le Barça, reprise d'entraînement du Real Madrid lundi hier. Ça a été la même chose du côté du Barça. Et Araujo a fait son grand retour à l'entraînement du FC Barcelone. Le défenseur est éloigné du groupe depuis fin novembre pour des raisons personnelles. Depuis le match contre Chelsea, souvenez-vous, il avait pris carton rouge. Le Barça a perdu 3-0. Il avait pris 2 jaunes très rapidement avec une grosse faute sur Cucurella qui lui avait donné carton rouge. Donc depuis, il a pu jouer parce qu'en gros, il n'était pas blessé, c'est juste qu'il avait besoin de repos. Mentalement, ça n'allait pas fort. Il a reçu beaucoup de critiques. Donc ça, il a repris sa saison, on va dire, Araujo. Donc voilà, bonne nouvelle, bien sûr, pour le FC Barcelone. Et toujours avec eux, donc concernant le mercato, on peut voir qu'il s'intéresse à Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus Turin. En fin de contrat en juin prochain, Vlahovic, le Serbe figure parmi les listes de prétendants à la succession de Robert Lewandowski, arrivant lui aussi au terme de son contrat à la même période. Donc Lewandowski pourrait partir, on sait, en fin de saison, et pourrait être remplacé par Vlahovic, qui est moins âgé bien sûr que Lewandowski, mais qui sera libre également. Donc voilà, c'est une piste du côté de Barcelone. Toujours à Barcelone, concernant un gardien, Marc-André Ter Stegen, donc Girona s'informe sur l'état de santé de Ter Stegen et passe à l'action. Donc le docteur Ramon a confirmé que le portier allemand est totalement rétabli de sa blessure qu'il avait eue, je crois que c'était au dos, il avait été opéré du dos là, en début de saison, et ce qui a poussé le club catalan 18e, Girona, à formuler une offre. Girona est très intéressé par Ter Stegen pour l'avoir en prêt pendant 6 mois. Et on sait que Ter Stegen a besoin de jouer s'il veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, il doit jouer en club. Et voilà, pourquoi pas. En plus, c'est pas loin, ça à 40 km dans le nord de Barcelone. Il peut peut-être garder toujours sa même maison, bien sûr. Il n'est pas obligé peut-être de déménager, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, pour Ter Stegen, ça peut être vraiment une belle option, pas mal, voilà, de partir à Girona pour un prêt de 6 mois. On continue avec Antoine Semenyo, donc a bien dit oui à Manchester City, on en parle depuis 2-3 jours, ça va se faire les gars, on attend juste que l'ouverture du mercato se fasse, ça se fait comme je dis jeudi à minuit, donc il a bien dit oui à City, et le club doit encore trouver un accord avec Bournemouth pour payer, on va dire, sa clause de 75 millions d'euros, il a une clause de 75 millions d'euros jusqu'au 10 janvier prochain, après elle montera, bien sûr Bournemouth peut demander beaucoup plus, mais si City paye 75 millions d'euros, on va dire le 8 janvier, Bournemouth n'aura pas son mot à dire. Donc c'est pour ça que ça peut se faire. Et City devrait payer cette somme pour faire venir le joueur parce que le joueur est OK pour rejoindre Manchester. Toujours en première ligue, on va parler de Sunderland a coché le nom de Lamine Camara, le milieu de l'AS Monaco, pour renforcer son entrejeu, donc arrivé pour 15 millions d'euros à l'été 2024, il y a un an et demi. Donc Monaco ne compte pas ouvrir la porte en dessous de 30 millions d'euros. Donc ils sont potentiellement OK pour le vendre, mais ça sera le double du prix investi tout simplement pour Lamine Camara. Toujours du côté de l'appel, on va parler aussi de West Ham qui s'intéresse toujours à Charlie Cresswell, donc c'est un joueur de Toulouse. Et voilà, Toulouse réclame 25 millions d'euros pour lâcher son joueur, qui pourrait filer pourquoi pas du côté de West Ham. Du côté d'un joueur de Nottingham Forest, à Nottingham, mais c'est une saison compliquée pour eux, mais en tout cas, il y a un joueur qui a la cote, c'est James McAtee, fait saliver toute l'Europe. J'ai pas cité tous les clubs, mais tous ces clubs sont intéressés par ce joueur, en gros, ce joueur de Nottingham Forest,
qu'il y a des chances, il peut rester bien sûr à Nottingham, mais il peut potentiellement partir. Regardez toutes les équipes intéressées, des clubs comme Chelsea sont par exemple intéressés par le profil du joueur. Toujours en Angleterre, on va parler de Ruben Amorim qui s'exprime sur son système de jeu. Il a dit, vous parlez sans cesse de changer le système, je ne peux pas changer car les joueurs comprendront que je change à cause de vous. Donc quand je suis arrivé ici la saison dernière en novembre 2024, j'ai compris que je n'avais peut-être pas les joueurs nécessaires pour bien jouer dans ce système qu'il employait, ce système de jeu spécial à lui. Avec le Sporting il faisait, ça marchait bien, mais avec Manchester c'était pas le même joueur, c'est pas le même championnat, tout ça, donc c'était compliqué. Mais il dit, il a toujours resté dans cette formule là, en gros il veut pas changer. On voulait construire une identité, désormais c'est un moment différent. Nous n'avons pas beaucoup de joueurs, nous devons nous adapter et je sais maintenant qu'ils comprennent pourquoi nous changeons en gros. Ce n'est pas à cause de la pression que vous exercez ou celle des fans, c'est parce que nous comprenons la manière dont nous voulons jouer et que les principes sont les mêmes, peu importe le système. Voilà ce qu'il a pu dire Ruben Amorim. On va parler cette fois-ci de Noni Madueke, joueur d'Arsenal, se dit serein sur les chances d'Arsenal de remporter des trophées cette saison. C'est qu'Arsenal, c'est une équipe, on sait souvent les gars qui échouent. En première ligue, finissent souvent deuxième. En Ligue des Champions, toujours 0 LDC remporté. Ils gagnent de temps en temps, on va dire une FA Cup tous les 5-6 ans. Mais voilà, il a dit cette saison, nous sommes confiants, nous pouvons gagner des trophées cette saison. Pas un, mais peut-être 2 ou 3, pourquoi pas. Donc cela dépend de nous. Nous savons que ce que nous avons à faire. Nous sommes conscients de ce que nous avons fait jusqu'à présent et nous savons jusqu'où nous pouvons aller. C'est vrai que pour l'instant, ils sont premiers de première ligue, ils sont premiers de la Ligue des Champions. On se dit que oui, Arsenal est actuellement très fort. Après, il faudra être très fort, surtout en fin de saison. C'est là que ça compte, d'être très fort, bien sûr. En tout cas, oui, c'est une équipe candidate pour pratiquement tout rafler, bien sûr. Arsenal, ils peuvent faire ce qu'a réalisé le PSG sur cette année 2025. On continue avec Antonio Conte, le coach de Naples. Il est complètement sous le charme de Rasmus Højlund, qui est auteur d'un doublé. Højlund avec Naples lors du week-end dernier. Højlund a une marge de progression incroyable. C'est un très jeune joueur. Il n'a que 22 ans et il peut encore beaucoup s'améliorer. Depuis son arrivée, il est devenu un joueur dominant. Il comprend son poste, comment se déplacer, quand décrocher. Il est très lié à l'équipe. Dans mon football, les attaquants sont très importants et ont un rôle particulier dans la construction du jeu. Et il parle de ce Højlund, les gars, qui est très bon. Il est très satisfait de ses performances. À noter qu'Højlund a déjà marqué 6 buts en Serie A en mi-saison, alors que saison dernière, il a marqué seulement 4 en première ligue, mais sur toute la saison avec Manchester United. Toujours en Italie, on peut parler aussi de la Juve, les gars, qui va absolument prolonger Kenan Lindis, pratiquement son meilleur joueur, jusqu'en 2031, parce que ça sera un joueur qui sera beaucoup convoité l'été prochain, et du coup il souhaite reprolonger son contrat, augmenter certainement son salaire pour être sûr de le sécuriser et de le conserver. Toujours avec la Juve, il discute aussi avec l'agent de Ruben Neves, où tout à l'heure on parlait que le Real Madrid avait dit non, mais en tout cas Ruben Neves lui pourrait revenir en Europe, et la Juve serait intéressée pour l'avoir libre, on va dire, l'été prochain. Toujours en Italie, on peut parler aussi de Christopher Nkunku, qui a marqué un doublé dimanche dernier là, mais en tout cas il devrait finalement rester du côté de l'AC Milan cet hiver. Ce revirement de situation s'explique notamment par son doublé face à l'Hellas Vérone dimanche, où il a été bon avec un but inscrit sur penalty et notre but. Du coup, il pourrait rester parce qu'il y a des rumeurs qu'il allait peut-être partir, tout ça. Maintenant, il serait plutôt pour rester du côté de l'équipe milanaise. Le Galatasaray garde toujours un œil sur Amine Gouiri, l'attaquant de l'OM qui est actuellement blessé. On sait qu'il a été forfait pour jouer la CAN avec l'Algérie. Donc il est proche du retour. Amine Gouiri devrait revenir là d'ici quelques jours. Donc après un échec lorsqu'il évolue à Rennes, le club turc prévoit une nouvelle offensive, bien que Marseille ne compterait pas le vendre cet hiver. Mais bon, on ne sait jamais. Et Galatasaray pousse pour s'offrir l'attaquant marseillais. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Toni Kroos, ancien footballeur. Toni Kroos, on sait qu'il a pris sa retraite. Kroos, mais en tout cas, il parle des favoris à la Coupe du Monde. Il dit l'Espagne, le Portugal et la France. Le Maroc pourrait créer la surprise car techniquement ils ont beaucoup progressé ces dernières années. L'Allemagne et le Brésil ne font pas partie des 5 premiers. Voilà pour lui on va dire des favoris, mais il dit l'Espagne, le Portugal, la France, voilà parmi les grands favoris de cette future Coupe du Monde. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, on finit avec ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain on est le dernier jour de l'année 2025, donc voilà, et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.